Merci d'avoir choisi une fois de plus de vous informer autrement sur ce qui a fait l'actualité technologique cette semaine. Aurélien et Picaboo ont choisi quelques infos dont ils ont très envie de vous parler. C'est ainsi qu'il sera question, entre autres, de technologie quantique, de domotique, de sabotage dans le monde du logiciel libre ou encore d'une application supposée sensibiliser la jeunesse à cet acte démocratique qu'est l'élection d'un nouveau président. On fera aussi le point sur ce qu'il y a à retenir de cette édition 2022 du CES. Bienvenue et d'avance, merci de vous abonner au Techno. Merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour messieurs, bonjour Picaboo. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Bonne année. Et meilleurs vœux également à Aurélien. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. À Aurélien également, c'est votre première prestation cette année, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et ce ne sera pas la dernière, évidemment. Oui. On salue vite fait bien fait aussi ceux qui nous ont laissé des messages, ça et là, en cette période de début d'année. Il y en a un peu plus que d'habitude, parce qu'effectivement, on se partage un petit peu les vœux. Et donc, j'en ai épinglé moins 5 parmi ceux qu'on a reçus: Peepers Albert, le Mérovingien, Fredka, Halimoun, j'arrive quand même à me planter, Halimoun et Coco, sans oublier tous les autres également. On vous salue et on vous remercie pour vos messages. Vous savez que c'est important pour nous, ça nous permet comme ça d'avoir un petit peu de retour, et puis aussi ça c'est bon, ça titille les algorithmes comme on dit, et puis voilà. Et puis quand vous avez des questions, vous avez raison de les poser, ou des remarques à formuler, vous avez raison de les faire également, elles sont toujours les bienvenues. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre avant d'entamer notre abécédaire classique, parce qu'il y a du pain sur la planche. Oui, je peux déjà vous dire qu'il y aura un bonus. Ça, il n'y a pas de mystère. On se fera un petit bonus, mais ça, ce sera dans les jours à venir, et ça ne durera que 15 minutes. Ici, c'est le format long. Installez-vous confortablement. C'est parti. Avec la lettre A comme Apple, Picaboo, 87% des ados aux États-Unis ont ça commence bien, ont un iPhone et ne veulent pas en changer. C'est une statistique, ça vaut ce que ça vaut. C'est un sondage. C'est même un sondage, donc ça va même un petit peu plus loin que la statistique. Et donc voilà. Ouais. C'est un truc qui m'a étonné, c'est pour ça que je mets un petit peu la news. Bon, il n'y a pas une grosse news dans l'histoire, mais c'est un truc qui m'a étonné d'apprendre que 87% des ados interrogés avaient un iPhone. Alors, la référence de l'iPhone n'est pas donnée, ça peut être les vieux comme des nouveaux, mais donc ces 87% d'adolescents ont des iPhones et n'ont pas l'intention de changer de marque d'iPhone le jour où ils vont changer d'iPhone, tout simplement, de téléphone. 88% d'entre eux disent et répètent que, a priori, ils reviendront chez Apple. Ils ont visiblement une addiction. Alors je sais pas si c'est une addiction, mais visiblement ça leur plaît plus que les copains d'à côté. Visiblement, ça m'a un petit peu étonné ce sondage. Alors c'est fait par un institut qui s'appelait Piper Sandler. Voilà, je ne connaissais pas. Bon, très bien, c'est une étude qu'ils ont faite. Ça contredit une autre étude qui avait été faite concernant l'iPhone 13, qui est sorti donc il n'y a pas si longtemps, et pour lequel les personnes qui avaient été interrogées étaient 76% à dire qu'elles n'achèteraient pas l'iPhone 13. Alors, c'est assez, on va dire, pas tout à fait contradictoire, mais un petit peu quand même. Quand d'un côté on vous explique qu'ils vont rester chez Apple, donc ils vont racheter un téléphone, mais à côté de ça, les 76% qui sont interrogés, ils vous disent ah bah non, ça sera pas l'iPhone 13. Ils vont acheter quoi? L'iPhone 10, le 6, le 6S, le 4 mais il y a un gros marché du reconditionné aux États-Unis. Il faut le savoir aussi, ça. C'est organisé d'ailleurs par Apple en grande partie. Il y a cet aspect-là. Il y a également, et je pense qu'il y a une attente pour ça de la part surtout des ados qui ont un pouvoir d'achat sans doute moins important, de la sortie du prochain SE, qui est aussi une opportunité d'avoir un appareil Apple et d'être dans l'écosystème Apple sans nécessairement devoir revendre un de ses reins ou voilà, par exemple.
Donc voilà, et puis oui, il y a une addiction à cet écosystème, effectivement. Oui. Ils disent d'ailleurs que le prix n'est pas un frein. C'est pas à cause du prix qui changerait de téléphone. C'est simplement que voilà, c'est le téléphone auquel ils sont habitués. C'est visiblement l'écosystème qui fait que alors soit ça leur plaît, soit effectivement ils y sont accrochés ou ils en sont dépendants, on va dire. Mais visiblement, alors quand on parle d'écosystème, ça veut dire aussi que tout ce qui est à côté leur plaît bien aussi. Il y a peut-être que les AirPods qui, a priori, n'auraient pas tout à fait la cote chez les ados, semble-t-il. Bon, après, même si ailleurs, ça a l'air d'être plutôt le cas, mais visiblement, sur les réseaux sociaux où il y a des jeunes type TikTok, etc., ça a l'air de changer un peu de mode. Les AirPods sont passés de mode, et visiblement, ça n'a pas l'air d'être très... Et le retour au filaire, le petit fil blanc reprendrait un peu de la cote. Par contre, ce serait un signe, voilà. Et puis c'est plus prudent aussi, parce que les AirPods c'est quand même sans doute le truc technologique qui se perd le plus facilement. Hein, faut être honnête. Alors que les écouteurs avec un fil, même si, comme c'est mon cas, on n'a pas des oreilles très réceptives à ce genre d'écouteurs. Si vous êtes en train de faire votre jogging ou vous êtes à vélo ou autre ou à cheval et que vous avez vos écouteurs qui se barrent, à un moment donné, pour aller les retrouver dans la campagne, bonjour, quoi. Donc, j'aurais une piste à vous donner si vous aimez pas ni ce que j'ai sur les oreilles, donc les casques qui entourent l'oreille ou qui sont appuyés sur l'oreille, ou si vous n'avez pas les intras. Dans le bonus, je vous invite à venir écouter et voir le bonus. On parlera je vous donnerai une petite piste. On parlera de casque à conduction osseuse. Voilà. On avait déjà parlé de ça dans les technos, on avait même fait un test de casque à conduction osseuse. Si vous allez dans les hors-séries, vous retrouverez ça, à mon avis, il va falloir un petit peu googler, mais vous retrouverez la référence, à mon avis. Si vous l'avez, vous la mettez en commentaire. On va un peu chercher de notre côté aussi, mais là, dans l'immédiat, on a d'autres choses à faire. Je ne sais pas si Aurélie avait un truc à rajouter par rapport à cette statistique. Ça t'étonne ou pas, ce genre de... Non, ça m'étonne pas. Apple est très très fort sur l'expérience utilisateur et il y a des tonnes de gens qui ne changeraient pas, qui ne feraient pas l'effort de changer d'expérience utilisateur ou veulent conserver leur expérience utilisateur, et le marketing d'Apple pour ça est très très fort. Donc non, ça me surprend pas. Après, c'est juste le marketing. Hein. Je pense que tu parlais d'expérience utilisateur, c'est bien réfléchi, c'est bien pensé. C'est pas mieux que moi. Je pense que pour avoir eu des appareils Android avant d'avoir eu un iPhone, j'étais assez satisfait de mes appareils Android. Ce que je regrettais par rapport à ces appareils, c'est que il fallait c'était un peu comme avec un PC, c'est-à-dire qu'il fallait tout le temps être un petit peu au four et au moulin et tout vérifier, la sécurité, les machins, etc. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu passes sur un iPhone, tout ça, on te l'a exclu. On a même exclu ta liberté de choisir quelque part. Ça, c'est un écueil entre guillemets du système. Mais en même temps, quelle tranquillité. Et si tu es satisfait de cette tranquillité-là, je dis pas que c'est une règle. Hein, c'est chacun voit comme il le sent. Mais si toi t'es content comme ça, après retourner sur un appareil Android, même si de temps en temps il y en a un ou l'autre qui me fait de l'œil parce que je le trouve plutôt sympathique ou pas cher ou plein d'arguments comme ça, je me dis oui mais non, revenir à ça et à ce souvenir que j'ai de ces mises à jour incessantes, cette lourdeur à certains moments, etc. Mais de nouveau c'est expérience tout à fait personnelle et je la partage juste avec vous. Si vous avez chez vous une autre expérience du même type ou une autre expérience, n'hésitez pas à la partager avec nous. On s'en fera l'écho éventuellement, ou on fera un grand sondage et on fera un démenti en disant mais non, 87% ça c'est juste cette société dont on ne connaît pas le nom qui a fait un sondage sur des ados qui étaient friqués sans doute. Payés par Apple. Ils étaient peut-être payés par Apple et puis ils sont trop sous ces adolescents. Donc voilà, on a fait le tour. C'était les enfants des employés certainement. Oui, c'est ça. En fait, ils ont fait un sondage à la sortie des usines et des bureaux de chez Apple, peut-être. Il suffit de peu de choses. Ça veut dire qu'il y a 13% de traîtres. Hein. C'est le petit personnel, ça. C'est sûr. C'est ceux qui n'ont pas reçu de cadeaux ou de primes cette année, ça, ou un truc comme ça. On dit n'importe quoi, mais si ça se trouve, hein. Bon.
On va parler politique. Oui, eux comme Élysée. Qu'est-ce que vous voulez? C'est dans la conduite. Aurélien, eux comme Élysée, une application pour pousser, ou en tout cas aider, on va dire, les jeunes peut-être à s'intéresser ou à voter lors des prochaines élections présidentielles. Voilà, en France. Eh ben oui, alors je sais pas exactement si c'est... Comment se prononce? Déjà, mes premiers problèmes, je sais pas comment se prononce le nom de l'app. C'est E-L-Y-S-E. Est-ce que c'est Élise ou Élysée? Je ne sais pas. Mais donc, c'est une app qui est sortie le 2 janvier. Et elle a fait un petit peu parler d'elle parce que y a donc deux créateurs qui ont repris le concept de Tinder, donc le concept de je swipe, je fais glisser mon pouce sur mon écran, pour dire si je suis en accord ou en désaccord avec 500 propositions qui sont 500 propositions issues des professions de foi des candidats, déclarés ou non. Donc vous avez également des propositions qui sont de l'actuel président qui n'est pas encore déclaré, enfin où nous enregistrons le podcast. Et donc vous avez la possibilité de dire je suis pour, je suis contre, ou je ne sais pas. Il y a aussi cette possibilité-là en swipant vers le bas. C'est destiné aux 18-30 ans. Et cette application a fait quand même bien parler d'elle parce que il y a eu 30 000 utilisateurs les 48 premières heures. Et c'est passé sur les Google Store et Apple Store devant Facebook, Instagram, Tous Anti-Covid, Doctolib, enfin toutes les applications un peu téléchargées en ce moment. Ouais. Et donc le but, c'est de pousser les plus jeunes à aller voter. Parce que d'après un sondage IFOP, seulement 41% des jeunes envisagent d'aller voter à la prochaine présidentielle, ce qui est fort peu. Donc comme je l'ai dit, il y a les 500 propositions de tous les candidats déclarés ou non qui sont rentrés dans l'application. Elles vous sont proposées. Alors moi j'ai essayé parce que je me suis dit tiens, tant qu'à faire, je vais voir. C'est très simple. C'est une petite phrase, une courte phrase. Voulez-vous sortir... Enfin, par exemple, il y a une phrase qui est « Voulez-vous sortir de l'euro et repasser au franc ?» Voilà. Vous dites oui, non, et voilà. Et à partir des 50 premières réponses que vous allez faire, il va commencer à avoir une statistique, un podium sur lequel vous allez voir vos affinités, vos tendances. Et donc plus vous répondez à des questions après les 50, plus ça va s'affiner. Donc d'après les auteurs, parce qu'on a toujours un regard critique, vous savez ici, d'après les auteurs, c'est a priori neutre. Hein, on prend votre date de naissance, votre sexe et votre votre code postal, pardon. C'est les 3 seules informations qu'ils vous demandent quand vous téléchargez l'app. Et les données normalement ne sont pas collectées ou ne sont pas voilà. Donc c'est un Grégoire Katscara qui a créé ça, et donc dans l'interview il dit que clairement c'est pour lutter contre l'abstentionnisme des jeunes et pour pousser les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Il faut savoir qu'en France il y a plus de 6 millions de personnes qui ne sont pas inscrites, hein, ça fait quasiment 10% de la population. Ouais. Et ce n'est pas des votants, c'est 10% de la population. Ouais. C'est énorme. Il y a des non-inscrits et des mal-inscrits. Hein. Vous avez déménagé, vous n'avez pas changé de... Voilà, vous n'avez pas fait des démarches et tout ça. Donc voilà, moi franchement j'ai trouvé que c'était une bonne idée. L'idée vraiment d'utiliser un concept destiné aux jeunes et la façon... entre ces petites phrases et puis les professions de foi que on reçoit, mais qui les lit, franchement, qui les lit en détail, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, et surtout chez les jeunes. Donc j'ai trouvé que l'idée était pas mal. Donc moi j'ai essayé, et par contre j'étais assez surpris du résultat que... J'ai répondu qu'à 50 questions, mais j'étais assez surpris du résultat que ça me proposait. Je vous le dirai pas là, mais bref, c'est intéressant, et faites-le. Je trouve que bien sûr. L'exercice est marrant à faire. Hein. Enfin, franchement, c'est... Alors, c'est comme ce podcast est belgo-français, hein, vous le savez. En Belgique, on a ça régulièrement, nous, quand on a beaucoup d'élections chez nous aussi. Hein. On n'a pas de présidentielle forcément, mais on a régulièrement des élections à l'échelle communale, provinciale, fédérale, enfin, tout voilà. Et donc, régulièrement, la presse, là, ce sont les journaux plutôt qui s'y collent, en association avec des universités souvent, font des propositions un peu ludiques dans ce genre-là, sans passer
passer nécessairement par une application. En tout cas, dans un article, tu as une espèce de question-réponse en 3 ou 4 questions. On te dit si tu es plutôt tel candidat ou plutôt tel autre candidat, selon les réponses que tu as données. Évidemment, c'est basé sur les programmes des candidats. Faut-il encore avoir à disposition tous les programmes des candidats, parce que s'ils sont pas encore déclarés, c'est un peu compliqué d'avoir leur programme quand même, le vrai programme, quoi, je veux dire le truc un peu officiel. C'est un peu compliqué, donc on se base à ce moment-là peut-être plus sur des interviews, des extraits d'interviews, ce qui quand même ne sont pas des promesses en tant que telles. Voilà, c'est plus des prises de position que de véritables programmes, surtout chez les politiques, effectivement. Donc, mais en même temps, ça a l'avantage d'être relativement ludique, parce que on se pique tous un petit peu au jeu, hein, il faut le reconnaître, de se dire tiens, je vais tester le truc, puis on essaye de le tordre un petit peu aussi, quoi. On va voir, je vais essayer de jouer les gros fachos et je réponds tous ces machins, etc. Et puis vous êtes étonné, il m'a pas fait la proposition que je m'attendais à avoir, c'est quoi cette histoire. Et donc ça pousse un petit peu à s'intéresser, à pousser un petit peu plus loin l'intérêt. Après, celui qui ne s'intéresse pas du tout à la politique, il sait même pas qui sont ses candidats et qui est qui et qui fait quoi, hein. Faut être clair. C'est ça le problème, c'est que c'est le genre d'application, à mon sens, qui s'adresse déjà à des gens qui s'intéressent un minimum à la politique, sans pour autant avoir une idée, une position ferme et tranchée, mais qui ont déjà un tout petit intérêt pour la chose politique. Je ne sais pas ce qu'en pense Picaboo. Ça m'attire deux réflexions. J'ai pas vu l'application, j'ai même pas lu l'article pour être clair, mais d'après ce que vient d'expliquer Aurélien et ta réflexion à toi, Marc, deux choses. C'est si quelqu'un ne s'intéresse pas du tout à la politique, c'est un moyen simple d'aller voter sans se poser de questions et sans même avoir écouté pendant 5 ans tout ce qui s'est passé avant. Oui. Voilà. Bon, je sais pas si c'est utile ou je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, j'en sais rien, mais alors il zappe le truc en disant bon voilà ce qui me donne le résultat, donc je vais aller voter. Je vais aller voter ça. Voilà. C'est ce que je disais, c'est attention au biais, sur base de quoi les questions sont formulées. Et voilà. Et la deuxième histoire, c'est bon, j'ai pas regardé ni la personne, j'ai pas étudié ni la personne qui avait fabriqué l'app, ni rien du tout. Donc c'est totalement, je joue la mouche du coche et le grain de sable dans l'histoire. Est-ce que ça n'est pas une façon détournée de faire un sondage avant les votes? Alors je vais être tout bête, c'est-à-dire que le monsieur il va récupérer les données, même si elles sont anonymisées, et à la sortie du truc dans 2 mois, il va vous dire ah ben voilà, aujourd'hui les 100 000 Français qui ont répondu au bousin, voilà la tendance. Ploum. Alors, je pense que techniquement c'est tout à fait réalisable, mais je pense que l'intention enfin en tout cas je connais pas cette application-ci, ce que moi j'ai pu voir de ce genre de choses, l'intention n'était pas là, l'intention c'était plus d'informer et de capter aussi l'attention des lecteurs quand il s'agissait de presse écrite, enfin de sites de presse écrite, c'était plus dans cet esprit-là à mon avis. Plus récupérer des informations même anonymisées, je pense qu'il y a un cadre juridique qui doit, enfin ça doit être encadré, je pense quand même à minima. Oui, c'est interdit c'est interdit, mais voilà, mais c'est une bonne idée. Je le sens pas pire que d'aller à la sortie de l'urne pour faire un sondage en disant vous avez voté pour qui, quoi. Oui, voilà. En même temps, on peut se poser la question de savoir si ces données seraient viables, parce qu'effectivement, comme je te disais, on s'amuse tous à un moment donné à forcer un peu le trait en disant tout à gauche, tout à droite, juste pour marquer le curseur et voir jusqu'où ça va. Donc ces données-là, pour les dédoublonner entre guillemets, ça va quand même être très, très compliqué à analyser. Ceci dit, oui, effectivement, c'est un outil de sondage détourné, hein, sur le principe. Clairement. Enfin voilà, ça a le mérite d'exister, j'ai presque envie de dire. Sans vous demander pour qui vous allez voter, évidemment, hein, ni à mes chroniqueurs, ni à vous qui nous écoutez. Faites ça en connaissance de cause, en tout cas, et en réfléchissant bien, mais faites-le. C'est un geste démocratique important. Enfin, c'est l'avis d'un Belge, vous savez, dans les présidentielles françaises, pour ce que ça compte. Passons à la suite.
Les trucs Q, comme Quantique. Non, nous n'allons pas chanter. C'était au réveillon. C'était à la messe de minuit, ça, qu'on chante. C'est ce qu'on a chanté. Les Quantiques. Ça s'écrit pas pareil non plus, d'ailleurs, Picabou. Je verrais bien la France devenir le leader des Quantiques. Ça, c'est le Quantique des Quantiques. 1,8 milliard d'euros, j'imagine, pour le calcul quantique français, mais donc mondial, mais par la France. C'est la France qui investit, pour le coup, dans ces technologies d'avenir. Oui, c'est notre président, Monsieur le Président, qui a dit l'année dernière, on va faire tout ce qu'il faut pour que la France devienne leader dans les technologies quantiques. Ces jours-ci, dernièrement, on a 3 ministres qui sont le ministre des Armées, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre, alors je sais jamais comment il s'appelle, de la transition numérique et des communications électroniques. Voilà, Monsieur Cédric O. Il a un titre qui est beaucoup plus court que son nom à lui. C'est assez original. Et donc tous ces trois ministres ont confirmé l'investissement sur 5 ans. Donc un plan quinquennal, comme on dit, de 1,8 milliard d'euros pour investir dans les ordinateurs quantiques de façon globale. L'idée étant de devenir un pays leader dans le calcul quantique. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que l'ordinateur quantique ou les calculs quantiques, l'ordinateur que vous avez sous l'œil ou le téléphone que vous avez dans la main calcule à partir de bits, donc des 0 et des 1. Bêtement, c'est quand il fait un choix et quand il fait une addition, il calcule entre des 0 et des 1. Il fait un choix entre un 0 et un 1. Le calcul quantique, c'est des qubits, ce qu'on appelle des qubits. C'est-à-dire que on travaille sur quelque chose qui est là et pas là en même temps. Voilà, présent ou pas présent. Le fameux chat de Schrödinger, quoi. Le fameux chat de Schrödinger, qui était vivant ou mort jusqu'à temps qu'on l'observe. Voilà. Et là, c'est l'ordinateur quantique, en fait, il fait plusieurs calculs à la fois. En réalité, enfin, si on veut simplifier, il fait plusieurs calculs à la fois, puisque les données sont là et pas là en même temps, donc il peut calculer l'une des théories ou l'autre des théories. Et la théorie la meilleure est choisie à la fin. Ouais. Sauf qu'à la vitesse où il le calcule, c'est souvent la bonne. Donc, c'est ça l'idée. Inconvénient de ce genre de technologie, c'est que aujourd'hui, tels que les ordinateurs quantiques sont faits, sont créés, ils sont excessivement ciblés en termes d'algorithmes. C'est-à-dire que un ordinateur quantique ne fera pas la même chose en termes de calcul qu'un ordinateur classique. Un ordinateur classique va vous faire du calcul pour du dessin, pour faire du Word, aller sur Internet, etc., ou vous calculez de la 3D, etc. C'est pas le cas d'un ordinateur quantique qui est censé être limité à une prestation définie, mais qu'il fait excessivement vite, par contre. C'est-à-dire, par exemple, casser du code, ou casser des mots de passe, par exemple, si vous le programmez pour ça, il sera extrêmement puissant. Il ira 1000 ou 1000 fois plus vite qu'un ordinateur classique pour faire ce genre de choses. Même des fois, c'est le plan de calcul, ouais. Oui, voilà, et c'est le but affiché par les ministres en question, de dire on va essayer de créer un ordinateur. Alors c'est là que moi j'ai une petite chose qui s'est allumée dans ma tête en me disant comment ça marche, de faire un ordinateur qui soit un mix entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique. Je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas si ça a été testé déjà quelque part, je ne sais pas si c'est une théorie à eux ou qui sort de quelque part, je suis pas assez pointu dans le sujet, et pour faire justement des calculs sur, par exemple, de la météo à long terme, sur voilà, ce genre de choses, sur des catastrophes qui pourraient arriver, voilà. C'est un peu l'idée, c'est quelque chose qui va être dont les premières machines devraient sortir courant de l'année 2023. Qui sera basé dans un très grand centre de calcul qui se trouve, alors c'est où? C'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, qui se trouve à Brienne-le-Châtel en Île-de-France. Voilà, pour être précis. Et c'est soutenu par l'INRIA, c'est-à-dire que c'est l'Institut national de la recherche et de la science technologique du numérique en France. Donc, quand on parle de puissance informatique, je vais donner la parole à Aurélien dans un instant, mais quand on parle de puissance, de calcul informatique, de supercalculateur, c'est souvent pour tester des modèles. Tu parlais de météo, par exemple,
c'est chaque fois l'exemple, c'est un peu l'exemple tarte à la crème, mais c'est celui. Aujourd'hui, c'est avec des ordinateurs normaux, ça. Hein. Oui, c'est ça, et qui ont des puissances de calcul monstrueuses, et le but, c'est de faire en sorte, un peu comme la machine à décoder Enigma, hein, d'arriver à avoir une solution avant que tout ne change déjà. Voilà, donc de rattraper le temps quelque part. Aurélien, tu avais un truc à rajouter sur cette idée d'investir dans le quantique en France? Oui, j'en avais parlé il y a déjà quelques semaines au Techno, peut-être le dernier épisode ou l'avant-dernier, je sais plus. Alors je sais qu'il y a des choses qui se développent sur le mix ordinateur classique, ordinateur quantique. Moi j'ai un copain là qui travaille pour une boîte qui fait des ordinateurs quantiques, et je sais, enfin en tous les cas, je sais qu'il développe des choses pour les ordinateurs quantiques sur son ordinateur à lui. Donc je pense qu'il y a des briques logicielles qui permettent de base. Voilà, d'émuler le qubit sur des ordinateurs classiques. Après, je vous avoue que c'est pas mon domaine, donc je sais pas trop comment. Oui, est-ce qu'après ils transportent ça sur une machine dédiée? Je sais pas. Oui, enfin, je pense qu'il faut des processeurs qui sont calculés, enfin qui sont étudiés pour. Il y a toute une architecture. On met un peu le pied dans un truc. Pas trop dans nos connaissances, mais si de votre côté vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou vous-même qui êtes spécialiste du quantique, on vous recevra avec plaisir pour en parler, parce que c'est un domaine voilà, qui je veux dire, qui a de l'avenir. Et c'est peut-être l'avenir. Oui, c'est ça, mais je pense que oui, parce que voilà, mais il faut voir dans quelle situation, dans quel cas, parce qu'il y en a souvent qui disent oh mais le jour où il y aura des ordinateurs quantiques, on va nous casser tous nos codes, tous nos passwords. Oui, mais on les créera aussi avec de l'informatique quantique, donc c'est l'ensemble du process qui va avancer, quoi. Surtout aujourd'hui, les ordinateurs quantiques, le qubit est difficile à créer. Ils sont limités aujourd'hui. Les plus gros ordinateurs quantiques sont limités en termes de taille. Oui. Je crois que c'est les Chinois en ont créé un, je crois, qui fait, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 46 qubits, je crois, alors que le précédent devait être limité à une vingtaine ou 25 qubits, je crois. Google, je pense, avait aussi une solution. Oui, c'est possible que ce soit aussi Google. Ouais. J'ai plus la mémoire du truc. J'avais lu ça dans un coin. Mais effectivement, c'est assez spécifique à créer et compliqué à maintenir. Ouais. Voilà. Affaire à suivre, hein. Clairement, cette année 2012 et même 2022, 2023, on a du mal avec les années. Je sais pas ce qu'elle a cette année 2022, mais elle passe pas, quoi. C'est quand même très bizarre. On aura certainement l'occasion de reparler d'informatique quantique, de calcul, etc., etc., etc. Allez, on va voyager un petit peu, elle comme Las Vegas, une semaine après la fin du salon CES, donc le Consumer Electronics Show à Las Vegas. C'est peut-être le moment, effectivement, de faire un petit peu le point avec Aurélien sur ce que tu as pu relever, ça et là, parce qu'il y a plein de journalistes qui y étaient, donc c'est l'occasion pour nous d'aller piocher à gauche, à droite et de voir un petit peu quelle était la tendance cette année. C'est ce que tu as fait, Aurélien, et qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Bah oui. Donc le CES qui devait être en présentiel, qui est finalement à cause de la pandémie qu'on connaît tous, a été hybride, une édition qui est devenue hybride, mi-présentiel, mi-distanciel. Et puis il y a eu, ça a été un peu le grand chamboulement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui quelques semaines avant on dit non, on viendra pas, ou on viendra de manière beaucoup plus légère à cause des problèmes de pandémie. Donc voilà, une édition un petit peu particulière. Mais bon, j'ai relevé 2 ou 3 articles, vous verrez dans les sources, et j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui vraiment étaient les grosses annonces, les gros produits, les grosses les produits phares. Donc en fait, Sony a annoncé la PlayStation VR 2. Au niveau des laptops, alors c'est pour faire plaisir à Marc, j'ai relevé tous ces nouveaux laptops avec des écrans pliables dans tous les sens. Lenovo qui a fait un petit PC portable avec à côté du pavé numérique un écran 8 pouces. Ouais, j'ai vu ça. Voilà, avoir une petite non, mais une petite interface tactile à côté du clavier pour pouvoir quand on fait du montage vidéo, des trucs comme ça, c'est pour toi ça. Oui. Ensuite, il y a la course aux grands écrans. TCL qui a annoncé un écran de 98 pouces OLED.
Il y a un produit qui m'a bien aussi plu, qui est le Samsung Freestyle, qui est un petit vidéoprojecteur. Ça a la taille d'une grosse canette de soda. Je sais pas si vous avez vu ça, avec un petit trépied en U. C'est un cylindre, et en fait, ça peut vous faire une image de 30 à 100 pouces. Et c'est pas uniquement, dans la présentation, vous verrez, c'est pas uniquement destiné à regarder des films chez soi, ça peut être aussi pour créer des ambiances. Je sais pas moi, dans l'événementiel, ils veulent créer une fenêtre à un endroit où il n'y a pas de fenêtre, et ben ils posent ce petit projecteur-là, et puis ils peuvent projeter une fenêtre à un endroit où il n'y a pas de fenêtre. Dans les musées, dans les choses comme ça, à mon avis, il y a des choses à faire avec ce petit projecteur qui est pas si cher que ça, $900, donc je pense qu'on va avoir ça pour 800-850 € en France. Donc voilà, j'ai regardé la présentation, c'est assez sympa, allez voir ça. Ça a l'air sympa comme produit, j'aimerais bien voir en vrai. C'est plutôt une grosse canette de soda, j'ai l'impression, c'est peut-être même un allez, parlons belge, un petit fût de bière, entre un fût de bière et une canette de coca. Un 15 litres, 15 litres. Alors là, j'y connais rien, mon taille de fût de bière. Non plus. Allons-y. Non, je sais pas, allez, ça fait un gros pot à crayon, si vous voulez. Oui, un très gros pot à crayon, c'est plutôt un pot de peinture, je pense. Mais bon. Ça dépend de la taille du pot. Oh non, arrête, ça dépend de la taille du pot de match. Bon, Razer, vous avez la marque pour les gamers là, qui a présenté un petit bureau. Ça devait plus t'intéresser. Un petit bureau pour les streamers modulable où on peut rajouter des lumières, des pieds de micro de manière hyper modulable. J'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a aussi du nouveau sur tout ce qui est domotique, robots ménagers, robots aspirateurs, robots laveurs, avec Ecovacs et Roborock, qui permettent de faire le plein d'eau, de vider l'aspirateur directement dans des bacs de manière automatique. Donc vraiment, vous l'installez une première fois et après il vit sa vie. Vous n'avez pas à le rincer après chaque utilisation, il se débrouille tout seul. Produit aussi intéressant. Je pense que ça ne doit pas être donné, mais je pense que ça peut trouver sa clientèle. C'est le chat qui va se marrer. Et c'est le chat qui va se marrer, t'as raison. Et dernier point, alors ça parle pas beaucoup mobile, vous savez, au CES, parce qu'il y a un autre salon de tout ce qui est mobile. Le Mobile World Congress, oui. Voilà, le Mobile World Congress qui a lieu après. Après. Normalement, s'il est en présentiel, s'il n'est pas annulé, ce sera en février. Mais j'ai pas les dates sous le coude. Oui. D'accord. Et dernier point, c'est la foire à l'automobile au CES. Vous savez, il y a les grosses innovations pour le lidar et autres. Et donc j'ai relevé deux petites news. GM, General Motors, qui présentait un pick-up, le Chevy Silverado. Qui a 600 km d'autonomie, ce qui est quand même pour un gros véhicule 4x4, c'est quand même pas mal, si vous voulez aller faire un petit peu de désert écolo. Et puis Mercedes qui a présenté dans la course à l'autonomie le Vision EQXX, qui dépasse les 1000 km d'autonomie pour un véhicule électrique. C'est quand même, je trouve, là on passe une barre, et 1000 km, c'est ce que, aujourd'hui, je pense, les grosses berlines à l'essence ou diesel, je pense que quand vous faites le plein, ça doit être à peu près ça, 1000 km. Donc, sur route, voilà, on se rapproche. Voilà, maintenant on se rapproche. Autonomie, véhicule. La grosse différence, ça, on va pas en faire tout sur la voiture électrique et le véhicule électrique. Le problème, c'est le temps de charge. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un réservoir, même si c'est un gros réservoir, ça va te prendre 5 minutes ou 10 minutes de le remplir à la pompe. La charge de tes batteries pour ton véhicule électrique, ça va prendre bien plus de temps pour la même autonomie, ou presque aujourd'hui en finalité. Ça reste l'écueil, entre guillemets, qui est relevé par les gens qui aiment les voitures qui font vroom vroom. Je suis d'accord, mais généralement, tu peux le charger chez toi, donc tu le fais la nuit. Oui, bien sûr. Mais si tu veux faire 2000 km avec une voiture qui a 1000 km d'autonomie, il faut savoir que tu vas dormir une nuit sur place, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est juste ça. Passons. Ok, voilà, donc c'était un petit peu mes petits highlights du CES 2022.
Ok. Je sais pas où va le CES. Est-ce que ça perd sa superbe? Est-ce que c'est Moi, j'ai un peu écouté aussi ce qui s'est dit dans d'autres podcasts de gens qui ont été au CES et qui l'ont vécu sur place et qui disaient que c'était finalement un CES relativement, c'était particulier parce qu'effectivement il y avait des grandes places vides, mais qu'en même temps il y avait beaucoup moins de monde aussi. Je pense qu'il n'y avait qu'un tiers du public habituel, et donc c'était beaucoup plus respirable, beaucoup plus agréable aussi. Et je voyais par exemple parmi les sujets le fameux tunnel sous Vegas, proposé par Tesla, hein, enfin pas par Tesla mais par la Boring Company d'Elon Musk. Ça sur un salon CES normal, la moitié des journalistes n'auraient pas eu l'opportunité de s'y essayer parce qu'il y aurait eu une file d'une longueur qui aurait été jusqu'à Los Angeles pour pouvoir accéder à ce tunnel et à cette fonctionnalité. Là en l'occurrence il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était fluide, c'est un peu comme Disneyland un jour de pluie, quoi. Donc voilà. Et donc ça c'était plutôt, d'après ce que j'ai pu entendre, le côté un peu agréable quand même de ce salon, et puis l'opportunité aussi de s'approcher de gens qu'on n'a pas l'habitude d'approcher, de pouvoir discuter, d'avoir le temps de discuter avec les exposants. Faut quand même pas oublier que c'est aussi un salon professionnel, hein, que ça permet à des startups en devenir ou des sociétés en devenir d'aller trouver de la clientèle ou de se confirmer tout simplement. Je prends encore un exemple vite fait, Bob, dont on avait déjà parlé ici à plusieurs reprises, le fameux lave-vaisselle pour étudiants ou pour célibataires, ou en tout cas pour de couverts, qui se branche un petit peu comme un percolateur, hein, c'est-à-dire que vous pouvez le remplir d'eau ou le brancher directement au robinet, le mettre sur l'évier à côté, parce que c'est finalement par l'évier que va se faire l'évacuation à l'eau. C'est quand même un produit confirmé depuis maintenant 3-4 années. Moi je l'avais vu au CES il y a facilement 4 ans, et première présentation en tout cas, et puis là c'est confirmé, et on voit que la personne qui a été interviewée en l'occurrence pour Bob est une anglo-saxonne qui avait beaucoup de mal avec le français, parce que là il se lance sur le marché américain, et que donc la personne qui a été choisie pour en faire la promotion, c'est quelqu'un du cru qui va en parler à ses condisciples, voilà. Et donc après une fois que le marché européen est acquis, on s'attaque au marché américain, ou nord-américain en tout cas. C'est le cas aussi de cette brosse à dents que vous avez peut-être déjà vu, qui vous brosse les dents en 10 secondes, qui est aussi une invention française si je dis pas de bêtises, et qui avait été aussi présentée il y a 2 ans maintenant au CES, ou l'année passée, non il y a 2 ans, parce que l'année passée il n'y en a pas eu, donc, et qui maintenant se confirme manifestement aussi, et s'attaque aussi au marché américain. Juste encore un mot d'un truc que moi j'avais trouvé original, sans être vraiment le truc que j'ai envie d'acquérir, hein, soyons très très clairs, c'est ce moniteur Samsung incurvé que l'on peut mettre à la verticale. Donc vous connaissez tous les écrans incurvés, hein, qui vous donnent une vision, je vais pas dire pas à 180 degrés, mais en tout cas panoramique, on va dire. Eh bien, imaginez le même écran que vous mettez verticalement, et dans lequel vous allez pouvoir afficher l'équivalent de 3 écrans 16/9 dans un seul écran. Donc c'est à la fois un écran de gamer, et en même temps, pour du télétravail, ça peut avoir son utilité aussi. Voilà, ça je l'avais pointé du doigt parce que on était un peu bombardé de mails de la part de Samsung, et la presse s'en est saisie également, et en a beaucoup parlé. J'étais juste pour pas passer à côté, il y a eu plein d'autres choses aussi, et je pense que effectivement les journalistes et les chroniqueurs tech et autres podcasteurs qui étaient sur place vous en diront certainement plus et rentreront dans plus de détails. Je ne sais pas si toi, Picaboo, de ton côté, tu as eu l'occasion d'entendre ou de voir ou de lire quelque chose à ce sujet. Ou pas. Oui, j'ai un petit peu suivi, mais j'étais aussi un petit peu déçu. Comment dirais-je, c'est plein de choses que j'avais déjà plus ou moins vues. Alors, effectivement, ils présentent des grands écrans, ils présentent tout un tas de choses. Ouais, effectivement, j'ai vu Bob aussi, l'ami Bob, il avait avec son créateur d'ailleurs, qui était sur le marché en expliquant qu'ils essayaient d'attaquer le marché américain, voilà. Et puis j'ai vu aussi, tu en disais tout à l'heure, Aurélien, Freestyle, donc le fameux le fameux projecteur de Samsung, qui ne m'a pas convaincu du tout. Quand on regarde les specs, moi je le trouve très cher du coup, pour un truc. Alors effectivement, ils ont pris le parti sur ce produit. Alors je vais parler juste de produit parce que j'ai vu un petit peu le truc. Ils ont pris le parti de la jouer un peu comme Apple, j'allais dire, avec plein de couleurs, avec plein de design, enfin pas de design mais de décoration dessus pour le mettre un peu partout dans la maison. C'est un peu les codes.
j'ai eu un peu la sensation que l'idée c'était de pouvoir en mettre partout, sauf que quand on voit le prix arriver derrière, c'est-à-dire 900 et quelques dollars, ou 900 €, je sais plus, ça casse un peu le mythe, si je puis dire, surtout que les spécifications réelles du bousin en font pas le meilleur rétroprojecteur actuel, quoi. Voilà. Pour le même prix, vous avez quelque chose qui fera de la 4K bien mieux, qui aura un traitement d'image qui sera un peu plus évolué. Au niveau du son, ça sera quand même ça aura un peu plus de peps, on va dire. Voilà, j'étais un peu plus, voilà, j'ai trouvé ça un peu plus gadget qu'autre chose et un prix un peu trop élevé à mon goût. Mais ça, c'est bon. Je pense que chacun doit avoir sa petite idée de ce genre de produit. Puis après, globalement, j'ai trouvé ce salon un peu répétitif, voilà, parce que peut-être il n'y avait pas beaucoup de monde déjà, et qu'il n'y avait pas beaucoup de stands et de choses comme ça, et c'était toujours un petit peu la même chose. Il n'y avait pas beaucoup de son non plus, c'est-à-dire que au niveau des produits, au niveau du son, il n'y avait pas énormément de choses. Je crois que j'ai pas vu grand-chose se balader. J'ai vu beaucoup de l'image, j'ai vu beaucoup de, voilà, mais voiture, c'est pareil, j'ai pas vu énormément de choses non plus. Effectivement, il y a la voiture qui change de couleur, il y a, voilà, bon, à qui ça sert, je ne sais pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'était un peu mon ressenti, sans avoir plus que ça, je suivi le truc. Voilà. Voilà, de nouveau, on l'a dit, hein, c'était un salon hybride. Il y avait certaines marques qui étaient omniprésentes, peut-être, enfin, quand je dis mi-présentes, mi pas présentes. Une marque comme LG, par exemple, qui présentait des choses en réalité virtuelle ou des choses comme ça. Donc, les journalistes sont sans doute aussi un petit peu restés sur leur faim. Ils ont été chercher ce qu'il y avait à chercher. Et il faut bien le dire aussi, c'est souvent le cas avec nos amis journalistes français, c'est que quand ils ont plus rien à dire, ils vont trouver les startups françaises. Et donc, on reparle des mêmes produits que l'on connaît déjà par ailleurs, parce qu'on en parle déjà dans la presse française de ces produits-là, et donc il y a une espèce de redite, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les Américains, qui eux découvrent peut-être le produit, donc la vision, l'angle n'est pas toujours le même entre en même temps, je sais plus qui m'avait dit ça. Je sais plus qui m'avait dit ça. Je crois que c'est peut-être toi d'ailleurs qui m'avait dit ça quand on a fait l'épisode avant Noël, avant la fin de l'année, où tu m'avais dit il y a effectivement. Allô. Ah. Oui. On est là. Je vous ai perdu, non? Non, vous êtes là? On est là. Ah bon, d'accord. J'ai perdu l'image. Je vous ai pas perdu en son. Donc c'est pas grave. Donc tu m'avais dit à la fin de l'année qu'il y avait peu de journalistes américains sur place. Oui. Et donc je me suis dit tiens, c'est original parce que Bob, s'ils veulent faire un peu de foin et présenter leurs produits aux États-Unis, ils vont peut-être rater l'histoire du coup. Oui, du coup ça peut compliquer l'idée, comme je le disais, l'idée d'y aller pour faire la promotion de son produit, de trouver des clients, etc. Du coup, oui, il y en a qui n'y ont pas été parce qu'il y avait ce problème de présence peut-être de journalistes un petit peu plus vagues et enfin voilà. On va pas refaire le monde ici, hein, concernant Las Vegas. Nous, on n'y était pas, vous l'avez remarqué, mais on s'y est intéressé et on remercie d'ailleurs ceux qui y étaient d'avoir fait le relais aussi bien que possible sur cette édition 2022. On a beaucoup de choses à dire dans cet épisode, j'ai l'impression. On est à la lettre R seulement, et on va jusqu'au W, hein, je le dis en passant comme ça. Donc si vous voulez faire une pause, faites-la maintenant parce qu'on est reparti là pour un tour. R comme relais privé, c'est le VPN à la sauce Apple qui donne des aigreurs au FAI, aux fournisseurs d'accès Internet. Tu vas nous expliquer pourquoi, Picaboo? Oui, je vous ai perdu en image, donc j'espère que vous m'avez. Hein. Oui. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Oui, c'est les opérateurs. Alors que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, ont visiblement un problème avec le relais privé, qui est le système d'anonymisation mis en place par Apple dans sa dernière version d'iOS. Et iOS, ça avait été proposé, donc c'est iOS 15 qui a été annoncé il y a déjà 6 mois, puisque c'était en juin dernier, et qui est en fonctionnement depuis septembre pour l'utilisateur lambda. Or, cette fonction qui s'appelle relais privé, on va dire, c'est un VPN à la mode Apple.
Et il a visiblement, il donne visiblement ce que je disais dans le titre, des aigreurs aux fournisseurs d'accès, puisque ça les empêche de récupérer un certain nombre de données qu'ils aimeraient bien pouvoir, dont ils aimeraient bien pouvoir disposer. Alors, ils sont assez vagues sur la raison pour laquelle ils aimeraient bien disposer de ces données, mais entre autres, visiblement, c'est pour faire peut-être du référencement, on va dire, éventuellement peut-être de la publicité derrière. Bon, voilà. Bien qu'ils expliquent aussi, c'est une question technique pour pouvoir savoir ce dont vous avez besoin quand vous vous connectez au niveau de vos IP, de ce genre de choses. Bon. Aux États-Unis, il y a les opérateurs aux États-Unis qui sont Vodafone, Telefonica, j'arriverai jamais à dire leur nom, et T-Mobile, dont particulièrement T-Mobile ont été sur la sellette pendant quelques jours là, parce que on a supposé que T-Mobile avait bloqué cette fonction d'Apple, de relais privé, et que ceux qui l'utilisaient ne pouvaient plus accéder à certains services. A priori, ça n'est pas le cas. T-Mobile a démenti donc dans une mise à jour de l'article que je vous mets en lien, qu'on vous a mis en lien, et a priori T-Mobile semble démentir en disant que non, en fait il y a un problème, il semble y avoir un problème de bug avec relais privé qu'ils disent avoir signalé à Apple. Et qui fait que certains services pour leurs abonnés ne fonctionnent pas quand le relais privé est déclenché. Alors, il faut savoir que le relais privé est aujourd'hui en bêta, donc c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui un service complètement abouti, on va dire. Et puis surtout, aujourd'hui, si relais privé, vous ne l'avez pas forcément activé, puisque par défaut, il n'est pas activé, il faut aller le cocher dans votre téléphone. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu un VPN a priori assez efficace. Maintenant, est-ce qu'il va être autorisé encore très longtemps aussi en Europe, puisque visiblement la Commission européenne semblerait vouloir définir Apple comme étant, alors je ne sais plus quel est le nom qu'il donne à ce genre de choses. Voilà, il semblerait qu'il qualifie Apple de gardien d'accès numérique. Ce qui pourrait, suivant la réglementation qui voudrait passer en Europe, obligerait Apple à arrêter ce service en Europe, tout au moins. D'accord. Voilà. Ok. Bon, on sent qu'il y a de la technologie, du juridique, c'est un nouveau mélange de toutes sortes de choses. Un nouveau combat contre la vie privée. Hein. Oui, il y a de ça aussi, et puis il y a toute la question aussi, par exemple les plateformes de streaming. On sait bien que c'était le cas pour Netflix, où des gens prenaient des abonnements à l'étranger pour pouvoir avoir accès à certains contenus qu'ils n'avaient pas nécessairement parce qu'ils étaient localisés, etc. Et que les VPN ont plutôt tendance à bloquer les contenus en streaming sur ce type de plateforme. Donc voilà, c'est à voir si comment ça va évoluer. Effectivement, il faut que quand même à un moment donné, là je ne prêche pas pour l'Europe ou pour Apple. C'est une vision qui m'est personnelle, qui est un peu de transparence par rapport à tout ça. C'est tout simplement que les gens sachent quand ils enclenchent un service, ce à quoi ça les engage et qu'est-ce qui va être sur quoi ça va être restrictif ou pas. Voilà, je pense que c'est surtout ça qui est important pour l'utilisateur. Après, tout ça, c'est des discussions juridiques entre entreprises et l'Europe, quoi. Je sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter là-dessus ou pas. Non, c'est dubitatif. Donc, je suis dubitatif. Ouais. Dubitatif. D'accord. On est à la lettre S comme sabotage, Aurélien. Quand l'open source craque. C'est ce qui était un petit peu le cas cette semaine d'après les informations qu'on a vues. C'est difficile à croiser cette information-là en plus, mais quand même, tu t'y es intéressé et donc tu vas nous dire pourquoi le logiciel libre, l'open source, le modèle peut-être est à réinventer. Ça va être un long débat. On n'est pas sorti. Ouais. Non, mais je vais essayer de faire clair et simple. J'ai quand même trouvé pas mal j'ai trouvé plusieurs articles sur la chose. Je vous en ai mis un en français et un en anglais qui est beaucoup plus détaillé et qui reprend vraiment
la problématique. Alors la problématique, c'est quoi? On a un concepteur de 2 librairies JavaScript qui s'appelle Marek Squires, S-Q-I-R-E-S. Et donc, ce petit gars, il a créé 2 librairies JavaScript open source, une qui s'appelle Faker.js et l'autre qui s'appelle Colors.js. Faker.js, c'est une librairie qui permet de générer des données pour tester des API. Générer des données fake pour tester des API. Et Color.js, c'est un truc qui permet de mettre de la couleur dans la console. Le problème, c'est que notre cher Marek, il se plaint que ces librairies JavaScript open source sont utilisées de manière très importante par des GAFAM, tout ce que vous voulez, des grands groupes, et que lui, ben, il a bien bossé, mais tout le monde profite de son travail gratuitement. Alors il s'est dit, ben, vu que mes petites librairies, elles sont sur GitHub et qu'elles sont ou NPM et qu'elles sont téléchargées tout le temps, et ben je vais les saboter, comme ça, il y en a marre, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc un jour, bah, il a créé des bugs en fait. Il a créé des bugs dans la librairie Color. Il a fait en sorte qu'au bout d'un moment, dans la console du développeur, ça soit écrit Liberty et puis qu'il y ait une boucle infinie qui écrive Liberty, 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 Liberty. Puis bah voilà, ça plante. Et puis dans l'autre application, l'autre librairie Faker.js, à un moment, ça écrit dans la console Endgame. Le jeu est fini. What really happened with Aaron Swartz? Alors, qui c'est ce Aaron Swartz? Ben, c'était un informaticien, militant du logiciel libre, qui s'est suicidé il y a exactement 9 ans. Et donc, pour, entre guillemets, fêter le décès de ce Aaron Swartz... Commémorer, on va dire. Commémorer, pardon. le décès de ce Aaron Swartz, ben, il remet le doigt sur cet informaticien qui, pareil, a fait énormément pour le logiciel libre, et puis ben, peut-être parce que les gens piquaient son travail, il a fini par se donner la mort. Alors pour vous donner un petit aperçu du problème en fait soulevé par le logiciel libre, c'est que ces 2 librairies, elles sont incorporées dans plus de 2500 autres librairies qui sont sur NPM pour Faker.js et téléchargées 2,4 millions de fois par semaine. Et pour Color.js, c'est encore pire. C'est 19 000 incorporations dans d'autres librairies et c'est 23 millions par semaine. Et en fait, là, si on remet un petit peu en perspective les choses, on a parlé de Log4j et de la faille qu'il y a eu dans Log4j, qui est une bibliothèque open source. Oui. Dans un épisode on va dire décembre, où en fait on s'est bien rendu compte que tout le monde, quand on développe des applications, utilise des briques de l'open source qui sont toutes faites et qui ont été développées par 1 ou 2 personnes et qui sont maintenues par personne, voire 1 ou 2 personnes, et qu'en fait, ben, il y a des gens qui se font des millions sur des briques qui n'ont pas écrit, qui n'ont pas écrit et qui ne sont pas maintenus. Et à partir du moment où il y a des failles là-dedans, c'est un gros problème. Et l'article en anglais reprend aussi une faille qu'il y avait dans OpenSSL. Là, je vous renvoie au hors-série sur la cryptographie que vous pouvez retrouver pour comprendre un peu comment les informations sont cryptées, enfin sont codées lorsque les informations passent d'un site d'un serveur à chez vous, par exemple pour un site web. Et c'est pareil, OpenSSL, c'est un protocole de sécurisation d'échange de données. OpenSSL, c'est en open source, et c'est pareil, il y a eu une faille en 2014 sur ce truc-là, et l'open source, moi je trouve ça très bien, mais on voit qu'il y a quand même des biais, et qu'il y a quand même des façons de faire où des grands groupes prennent le travail de gens et la maintenance derrière n'est pas faite. Donc l'article pose cette question sur comment faire
On avait évoqué ça justement à l'occasion des fameux bugs inhérents à Log4j. Ils sont 3 ou 4 à maintenir cette librairie. On avait même évoqué avec un de nos chroniqueurs, Sébastien, le fait que psychologiquement pour ces gens qui maintiennent bénévolement, parce qu'on avait calculé, enfin quelqu'un avait calculé quelque part, ça leur rapportait pas plus de 400 € par mois ou par an. Tu vois, c'est vraiment anecdotique. C'est, voilà. Et par rapport à l'usage qui en est fait, même si on ne leur donnait que chaque entreprise qui utilise leur code ne leur donnait que quelques centimes, ce serait déjà beaucoup d'argent pour leur permettre de pouvoir vivre de leur travail, ce qui serait quand même la base. Et par ailleurs, de responsabiliser aussi un peu tout ça, toute la chaîne, et d'avoir des gens qui vont être un peu plus attentifs peut-être au risque, parce que voilà, le risque zéro n'existe pas, et quand tu es tout seul ou presque à maintenir une librairie comme ça, la moindre erreur, ça paye cash, et après tout le monde te montre du doigt en disant « Oh, celui !» Ouais, mais attends, vous avez profité du travail bénévole gratuitement d'un garçon, et puis après ce serait quand même un peu triste d'aller l'accuser d'avoir mal fait le job. C'est vous qui avez mal fait le job quelque part. Et il y a aussi le fait que ces librairies ont une réputation, qu'à partir du moment où tout le monde est entendu en disant « Ah, ça c'est solide, c'est bien maintenu, machin, etc. », il n'y a plus personne qui va regarder le code, et ils les utilisent les yeux fermés. Là aussi, une part de responsabilité qui ne doit pas être du chef, de celui qui a développé la librairie ou qui la maintient, quoi. Voilà. Mais chacun devrait pouvoir être rétribué à sa juste valeur dans la chaîne de n'importe quelle fonction, quelle qu'elle soit, me semble-t-il. Ouais, alors, juste pour, s'il y en a qui utilisent ces librairies-là, le compte de notre ami Mara qui a été suspendu, et puis GitHub et NPM ont remis les versions non vérolées, on va dire, de la librairie. Mais ça résout pas le problème, ça résout absolument pas le problème. Donc, franchement, enfin, je connais plein de consultants et de développeurs informatiques qui ne tarissent pas d'éloges sur l'open source, qui en usent et en abusent, mais en fait, on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière et de ce que des failles qu'on peut embarquer, quoi. Enfin, des failles qu'on peut embarquer, mais simplement le fait d'utiliser le travail de quelqu'un d'autre sans même se soucier de savoir comment la personne a mangé à midi, quoi. Si je puis c'est un peu ça. C'est une image, mais voilà, je sais pas ce qu'en pense Picaboo rapidement, parce qu'on est un peu à la bourre sur cet épisode. On parle beaucoup. Mais si t'as un truc à dire, n'hésite pas. Je veux pas te... Non, j'ai pas d'avis spécifique. Je me pose juste une question de néophyte, à savoir que quand un développeur met dans le circuit du logiciel libre un code, je pense qu'il doit bien se douter que n'importe qui récupère ce code pour l'utiliser. Oui, c'est le principe. Et donc je suis un petit peu étonné après que derrière, alors si je comprends bien, il se plaît en fait que ceux qui l'utilisent à des fins, j'allais dire mercantiles, il se plaint en fait qu'il n'aide pas au développement ou à la protection ou à la d'améliorer ses codes. Enfin voilà. Ouais. C'est en gros ça, c'est la difficulté. Mais je pense qu'à la base ils sont pas surpris de ce genre de choses. Non, enfin, je sais pas, j'ai pas le. C'est une question d'échelle. Oui, c'est ça, c'est une question d'échelle. C'est que quand tu es entre gens de bonne compagnie, entre guillemets, partager ton code en te disant, moi je l'ai fait pour moi ou pour mon entreprise ou pour une application que par ailleurs j'ai commercialisée, etc. Mais cette librairie, je vais la mettre à disposition parce que ça peut aider plein de gens. Ça part d'un bon sentiment, et puis à un moment donné, les gens l'utilisent. Je résume très rapidement, hein, mais les gens l'utilisent, et puis quand il y a quelque chose qui va pas, on montre du doigt, on accuse, et voilà. Et en plus, il prend ça à une échelle, comme l'expliquait Aurélien, d'une quantité incroyable d'usages qui sont faits à peu près. Je prends Log4j, c'est à peu près, je pense que c'est 2 applications sur 3 qui utilisent un log, utilisent cette librairie. C'est énorme, c'est monstrueusement énorme, et qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui va plus, eh bien, on accuse. Je vais pas dire qu'on accuse, mais en tout cas, on montre du doigt le développeur ou le gars qui le maintient. Je trouve ça voilà, il y a peut-être quelque chose à revoir de ce côté-là, effectivement, sur la manière de faire, oui.
Et je terminerai juste là-dessus. Il faut savoir que l'une des deux librairies, je n'ai pas noté laquelle, mais est utilisée dans le kit de développement d'Amazon Cloud. Donc, par exemple, oui. Voilà. Donc le gars, il a fait ça dans son garage un jour, et là, voilà. Donc voilà. Bon, alors, bref, on dira trop bon, trop con, comme on dit, hein, mais en même temps, à un moment donné, rendre à César ce qui appartient à César, ça serait quand même pas totalement inutile non plus, quoi. On va accélérer juste un tout petit peu le mouvement pour passer à la suite. Mais sans se priver d'informations capitales, évidemment, puisque Picaboo et Aurélien sont là pour ça. T'es comme Tuya, pardon, je pense qu'on dit comme ça. C'est un protocole domotique. Tu vas nous expliquer un peu ce qui se passe pour l'instant avec ce protocole, et peut-être résumer tout ce que c'est un protocole dans le domaine de la domotique, etc., rapidement. Dans le domaine de la domotique, alors domotique, on entend par là le fait de pouvoir contrôler sa maison à distance ou pas d'ailleurs, contrôler la maison même quand vous êtes dans votre maison, et surtout l'automatiser. Voilà, c'est un peu ça la domotique, c'est le principe de base. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de solutions, plein de solutions d'ailleurs, avec tout un tas de protocoles vendus par tout un tas de fabricants, d'entreprises, etc. Et l'inconvénient de ces protocoles divers et variés, et de ces moyens de communication, donc ça peut passer soit par du Wi-Fi, soit par soit par du Bluetooth, soit par des réseaux filaires, mais aussi par des protocoles plus exotiques, on va dire, même s'ils sont très répandus, comme le Zigbee, par exemple. Donc tous ces protocoles, aujourd'hui, sont des choses différentes et qui ne fonctionnent pas entre eux, ou qui communiquent que très peu entre eux, sauf cas spécifiques de bidouillage de gens qui veulent mettre les mains dans le cambouis. Qui arrivent encore à faire travailler entre eux certains protocoles pour les regrouper et les contrôler d'une seule main. Bon, ça arrive encore à se faire. L'une des sociétés qui fait des produits alors ils font pas des produits, qui développent un de ces protocoles qui s'appelle Tuya, qui est un membre de l'ancienne association, de l'ancienne alliance Zigbee, s'est déclaré il y a quelques jours comme voulant rejoindre. Alors même s'ils en sont un petit peu à la base, l'association qui est en train de développer Matter. Alors Matter, vous avez peut-être entendu sous un autre nom qui s'appelle Thread, je crois, de mémoire, et ça portait même encore un autre nom à l'origine, qui est un protocole qui va regrouper, qui va être un protocole commun à l'ensemble des entreprises ou des fabricants de matériel domotique. Dedans, vous allez retrouver les plus gros, comme Apple, comme Samsung, comme Google, comme Philips, comme Netatmo, etc. Puisque c'est une dépendance maintenant. Comme qu'est-ce qu'il y a encore, Amazon aussi. Mais il y en a d'autres, il y en a plein. Et puis surtout, vous avez des petits fabricants qui fabriquent des produits qui sont des produits dont le développement logiciel, donc le firmware interne de ces produits, en fait, c'est Tuya qui le développe. Alors Tuya est une entreprise de la maison intelligente chinoise qui en fait distribue ces solutions logicielles et qui sont intégrées dans des puces intégrées à tout un tas de matériel qui sont petits ou gros, différents ou variés. En France, par exemple, vous avez des marques comme Lidl, comme Action, comme Energizer, comme ce genre de choses qui utilisent ce genre de protocole et pour faire fonctionner le matériel en question dans la maison en termes de domotique. Par exemple, vous avez une application comme Smart Life sur les téléphones qui permet de contrôler ce genre de matériel. Donc Matter va être le nouveau qui arrive là cette année, va être le nouveau protocole auquel se joint donc Tuya, qui est effectivement un des importants fabricants et fournisseurs de moyens domotiques dans le monde. Voilà, c'était l'information un petit peu sympathique. Ok, tout ça pour... c'est sympathique, oui, effectivement. Et évidemment, on retrouve là des marques. Souvent, on dit, tiens, je vais utiliser... je pensais à Philips, parce que voilà, il y a les fameuses lampes d'ambiance, LED, etc. Philips. Derrière, il y a une petite plateforme. Philips Hue.
c'est du Zigbee qui est derrière, si je ne dis pas de bêtises, derrière la petite plateforme Philips Hue. Donc voilà, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Tout cet Internet des objets aussi, hein, l'IoT, ça fait partie de cet univers-là. Là aussi, Philips, par exemple, avait une contrainte de semi-propriétaire avec il fallait une base propriétaire pour utiliser jusqu'à il y a encore quelques temps les ampoules en question. Oui. Donc, voilà, maintenant les ampoules sont devenues autonomes en termes de protocole, comme d'autres marques comme Leafix et autres par ailleurs. Je vous invite à aller piocher dans nos tout vieux hors-série d'il y a très longtemps. Il y a presque 6 ans, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 ans, on avait fait toute une série de hors-série concernant la domotique et on avait parlé de protocole. Évidemment, c'est à remettre au goût du jour parce que tout ça évolue relativement vite. Mais enfin, ça vous donne peut-être l'envie de vous investir dans de la domotique à l'occasion. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On est à la lettre V comme verdict. Je reprends ma petite conduite parce que ça, j'avais pas pointé ça. Ah oui, c'est histoire de brevet entre Google et de bisbrouille entre Google et Sonos. On pensait que pour Sonos, c'était un petit peu plié par rapport au mastodonte qui est devenu Google. Tu vas nous expliquer, Aurélien, que finalement, Sonos s'en sort plutôt pas mal dans la bisbrouille. Ouais. Sonos s'en sort pas mal, ça pose plein de questions. Oui. Et donc, je vous rappelle, en fait, Sonos a attaqué Google en disant « Attendez les gars, là, nous, on a 5 brevets. » Même un peu plus. Enfin, il y a 5, on a beaucoup de brevets, mais sur tous ces brevets, il y en a 5 qui nous posent problème parce que dans tout votre matériel, enceinte, téléphone, Nest et compagnie, vous arrivez à définir des groupes d'enceintes. Par exemple, une enceinte pour un groupe d'enceintes pour le salon, un groupe d'enceintes pour, je sais pas moi, la chambre. Je sais pas si vous avez 15 enceintes dans votre salon et 3 dans la chambre. 14. Voilà. Et bien, vous pouviez avant commander par tous les moyens possibles, c'est-à-dire par la voix, par le bouton de votre smartphone, vous pouviez agir sur le volume d'un groupe d'enceintes. Et Sonos a dit non, ça c'est nous qui avons protégé le fait d'avoir un groupe d'enceintes et de pouvoir le piloter. Et donc, comme toujours, les histoires de brevets, vous savez, moi ça me fait toujours rêver parce que c'est toujours on se base sur la place de la virgule et les revendications et l'activité inventive et tout ça. Enfin là, en tous les cas, ça est un combat à base de millions. Mais la Commission américaine du commerce international donne à Google 60 jours pour se mettre en conformité. Et donc, Google va pousser des updates de d'une partie de ses Google Home, ses Pixel 3, les Nest Mini, les Chromecast et autres, de manière à ce que, en tous les cas, cette fonctionnalité de groupe d'enceintes et de modification du volume sur un groupe d'enceintes, alors vous allez me dire, c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante, mais c'est à mon avis, c'est quand même une petite fonctionnalité dans toutes les fonctionnalités. Ouais. Voilà. Mais alors, juste, je voulais ouvrir le débat, parce que moi, je me suis quand même posé une question. Je me suis dit, je serais Google. Parce que j'ai lu quand même certains avis et certains forums où les utilisateurs de Google disent non mais attendez, nous on achète on achète des enceintes, un écosystème, ça a un certain prix, ça a une certaine fonctionnalité, puis 3 mois plus tard, vous me coupez les fonctionnalités qui m'intéressent. Je comprends pas pourquoi Google a pas été payé des royalties à Sonos, puisque c'est quand même le but des brevets, et pas dégrader son UX. Plutôt que d'aller faire pousser des updates sur du matériel, mettre ses clients à dos, donc en tous les cas avoir une presse, voilà, et détériorer l'UX de son matériel.
Si je puis me permettre, parce que c'est une affaire que j'ai suivie en son temps, au moment où il y a eu où Sonos a dû faire un choix, en fait. Quand je disais qu'il y a plus de 5 brevets qui posent problème, c'est qu'il y en avait même bien beaucoup plus que ça, et ils ont, je pense, n'avaient l'argent, en gros, que pour attaquer Google, que sur une quinzaine de brevets, je pense, même peut-être un peu moins que ça, mais il y avait beaucoup plus de brevets qui étaient en litige au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Google qui a approché Sonos au tout début, avant même qu'ils sortent le premier haut-parleur connecté, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui Google Home et autres. C'est eux qui ont approché Sonos en disant on peut peut-être faire un truc ensemble parce que vous avez un écosystème sonore où vous faites de l'appairage, vous avez 2 enceintes dans un réseau et vous arrivez à faire de l'appairage stéréo d'une pièce à l'autre, etc., etc. Cette technologie, elle nous intéresse, on pourrait faire un truc ensemble, réfléchissons ensemble. Et donc Sonos a été un peu béné sur le coup, ils ont ouvert un petit peu leur dossier en disant bah oui, regardez, ça marche comme ça, etc., etc. Et puis Google leur dit un jour, c'est ce que moi j'ai lu dans différents articles, hein, Google leur dit bah finalement non, on va peut-être pas le faire, donc merci, bonsoir, donc affaire classée, et pouf, 6 mois, 1 an plus tard, qu'est-ce qui sort? Google Home. Et avec des fonctionnalités qui sont en fait des fonctionnalités liées à la technologie de Sonos. Donc ça va un petit peu plus loin que simplement un brevet, une virgule quelque part dans un truc. C'est clairement de l'espionnage industriel. Si on pousse le bouchon un peu loin, c'est ça, quoi. Donc déjà là, il y a un problème de base, c'est que quelque part déjà là, à ce moment-là, ils auraient pu être honnêtes. C'est quand même Google, ils ont les moyens, je pense, de dire bon ben on va faire ça avec vous et on va vous acheter votre technologie ou vous payez voilà une quote-part par rapport aux ventes, etc. Comme ça se fait souvent dans l'industrie, hein, c'est pas un problème en soi. Mais la fin de non-recevoir, raison pour laquelle Sonos a réuni un petit peu tous leurs petits sous, parce que Sonos c'est un tout petit par rapport à Google, hein, c'est connu, mais c'est une toute petite boîte par rapport à Google. Ils se sont dit bon ben on va quand même les attaquer pour la forme, mais sur les principaux trucs qui nous empêchent nous de progresser, et on va essayer d'avoir gain de cause comme ça. Et finalement, c'est sur 5 brevets qu'ils ont eu gain de cause, et encore, je pense pas dans tous les pays, je pense que c'est juste pour les États-Unis pour l'instant, si je dis pas de bêtises, hein. Et donc voilà, c'est le petit poussé face à la grosse structure qui, c'est Google, donc ils ont cru qu'ils pouvaient utiliser comme ça les compétences et les connaissances d'une autre entreprise sans devoir rendre des comptes. Bah là, ils sont un petit peu fait avoir. Effectivement, pour revenir à ta question de départ, c'est très ballot de leur part, mais ils auraient pu très bien mettre de l'argent sur la table depuis le début, s'ils avaient été honnêtes. En tous les cas, la bonne nouvelle de la chose, puisque j'ai un petit bagage en propriété intellectuelle quand même, oui. Et une petite expérience, pas un bagage, pardon, une petite expérience en propriété intellectuelle, c'est que bon, même si ça ne concerne qu'un fragment de ce qu'ils avaient protégé, et voilà, en tous les cas, les autorités américaines ont quand même vont réussir à faire appliquer le droit d'une entreprise suisse, Sonos, je crois. Non, enfin je ne sais plus. C'est une entreprise européenne, on va dire. Peur de dire une bêtise, mais oui. D'accord. D'une autre entreprise face à Google. Donc, oui. C'est que l'API, ça sert quand même à quelque chose, même face à un gros. On peut gagner. Oui. Bon, à mon avis, c'est pas gratuit, hein, mais. Tout ça pour dire que, évidemment, nous, on se base sur des articles de presse, hein, des trucs qu'on a lus à gauche, à droite. Ça se trouve, en coulisses, c'est tout à fait différent et on n'en saura peut-être jamais rien de notre vie. Mais voilà, autant savoir que de temps en temps, il y a des bisbrouilles comme ça qui peuvent se passer et que finalement, c'est pas plus mal qu'un petit comme Sonos tire son épingle du jeu par rapport à un grand comme Google. Je sais pas si Picaboo avait un petit truc à dire par rapport à ça dans son coin. Non, pas spécialement. Non, je crois que vous avez tout dit. Il n'y a rien de plus à ajouter. Si on trouve d'autres sources plus anciennes, peut-être la genèse de cette histoire, on essaiera de vous les mettre également dans la description de l'article, si vous voulez vraiment aller plus loin et voir l'ensemble, vous faire une opinion sur l'ensemble du bidule, j'ai envie de dire.
La lettre W, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un oui mais non dans un épisode. Un oui mais non, c'est un peu l'information certes technologique, mais totalement incongrue, ou souvent incongrue, ou qui sort un peu de l'ordinaire, ou qui énerve, ou qui... voilà, c'est ça un oui mais non, chez nous, pour pas dire autre chose. Hein. Oh là là, c'est oui mais non. Picaboo, les NFT sont bien... Le NFT sont bien du vent, tu m'as mis. ça ne veut rien dire, en fait. C'est ça. Ça, c'est du vent. Ah oui, sont bien du vent. C'est du vent, okay. C'est du vent. Ils sont du vent. Je suis resté poli, hein. Oui, c'est ça. Je vais pas le rester longtemps, mais c'est un peu le sujet. Je sais pas si vous connaissez Stéphanie Matteau. Je sais pas si ça vous... Moi, je connaissais pas, hein, je vous le dis franchement. Apparemment, c'est une star de télé-réalité américaine qui est devenue une influenceuse sur TikTok, avec beaucoup d'abonnés, visiblement, puisqu'elle a 3 millions presque 4 millions de followers. Et elle a trouvé une idée pour se faire des sous. Donc je pense que vous avez dû voir passer l'information, c'est pas possible. Moi-même j'étais sur le cul, mais c'est un peu ça. Elle a trouvé le moyen de vendre ses P, voilà, à ses followers, voilà. Donc pour $1000 l'unité. Oui. Petite problématique, $1000 pour chacun, ça lui a posé un problème parce que beaucoup de gens ont voulu en acheter. À l'état de la course, elle s'est mise à un régime spécifique oui, pour pouvoir produire. Hein ce régime spécifique pour pouvoir produire lui a apporté des petites problématiques de santé. À l'état de la course, elle a été voir ses médecins. Ces médecins lui ont dit oulala, alors sans expliquer à ces médecins ce qu'elle faisait exactement. Ils a juste donné son régime. Et ces médecins lui ont dit ah non mais il faut pas continuer ce régime là, madame, parce que vous allez vous rendre malade et ça va vous poser pas mal de problèmes. Donc elle s'est retrouvée devant une petite problématique, c'est que ça lui rapportait quand même $50,000 par semaine. Ce petit commerce. Je vous rappelle qu'elle vend de l'air. Hein. Alors après, on peut discuter de l'air, mais en bocal, voilà. Et donc elle a trouvé le moyen de vendre ça, de vendre ce qu'elle avait déjà fait sous forme de NFT. Ensuite, donc. Sous forme de NFT, donc vous êtes, je sais pas, vous, moi, enfin pas n'importe qui, vous allez vous dire, je vais acheter un bocal de ça. Voilà, en NFT, je vais dépenser 160. Alors, est-ce que j'ai vu le montant? Je crois que c'est $167 ou 167 euros l'équivalent, voilà, pour un bocal de P de la dame en question. Oui, voilà. Pour 0,05 Ethereum pour être précis. Hein. C'est ça. Résultat des courses, elle en vend. Hein. Il y a des gens intéressés. Voilà, c'est assez extraordinaire. Et évidemment, comme elle en vend, mais que elle fournit pas assez, donc elle a dit, oui, mais à ce moment-là, je vais demander à mes followers d'en vendre aussi. Et puis donc, sa petite entreprise continue à en vendre. Donc, ça m'a fait réagir parce que, comment dire, quand je disais les NFT, c'est vraiment du vent, c'est que là, c'est vraiment du vent. C'est-à-dire que vous achetez, non seulement vous ne verrez jamais le bocal, en plus de ça, dans le bocal, est-ce que vous aurez le courage de l'ouvrir? Je ne sais pas, à vous de voir. Je sais pas si vous c'est un choix. Qu'est-ce que ça va donner? Mais en plus, le NFT, normalement, c'est pour des sensations, on va dire numériques. Non, je sais pas, c'était ça, c'était les œuvres d'art numériques. Oui, enfin, c'est non-fungible token pour être tout à fait précis. Ouais, c'est pour donner. C'est ça. C'est vrai que c'est pour donner une valeur fixe à un bien immatériel, oui, qui est une œuvre digitale. Voilà. Alors là, du coup, effectivement, il est immatériel, encore que on peut se demander si ce qui est dans le bocal est immatériel ou pas. Je ne sais pas. J'avoue que là, ça me dépasse un tout petit peu, philosophiquement parlant ou chimiquement parlant, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, c'était juste pour dire que on est tombé très très loin dans le fond du bocal et que je pense qu'on n'est pas prêt d'en sortir. Ça me fait penser à ces
cadeaux pour touristes. Moi, je me rappelle, j'avais vu ça à Montréal, où tu pouvais acheter une boîte avec Air de Montréal. C'était juste une boîte de conserve. C'était un cadeau un peu original. C'est un peu passé de mode, ce genre de truc, mais c'est un cadeau original à ramener aux amis quand tu sais pas quoi ramener de tes voyages, quoi, tu vois. Oh, ben je vous ai ramené de l'air de machin, etc. Ici, en l'occurrence, il faut oser, quoi. C'est ce genre de... Juste pour en rajouter une couche, elle pousse le bouchon. Son entreprise donne aussi des cours pour faire la même chose qu'elle. D'accord. Voilà. Okay. Mais pour ça, il faut acheter un bocal de... Voilà. Oui, c'est ça. Il faut acheter le bocal. Votre abonnement, c'est un bocal que vous achetez. Et comment fait-elle la captation du c'est pas dit, je sais pas. Et j'avoue que j'ai pas assisté, comme je suis pas sur TikTok, j'ai pas assisté à la chose. Mais voilà. Quelqu'un qui l'aide ou qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quand même particulier, je trouve. Voilà. Oui, je trouve aussi, ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que... Moi, j'ai rien à rajouter. Je sais pas si Picaboo a... Aurélien a un truc à rajouter sur ce Wemeno qui vaut ce qu'il vaut. Moi, je pense qu'il faut arrêter de lâcher des caisses. Non, mais c'est vrai, parce qu'on en fait des caisses, justement, donc on va peut-être arrêter là, ce qui serait une bonne chose. Il était long, cet épisode, c'est la conclusion qu'on vous propose maintenant, la conclusion de cet épisode 336, si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième épisode de cette année 2022, il était long, on va pas être chaque fois si long, hein. Et en plus on a encore des trucs à dire, donc on va se les mettre de côté et on va en faire un bonus que vous pourrez aller retrouver sans aucune difficulté, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur les plateformes de podcast habituelles, évidemment. Je vais remercier mes petits camarades Aurélien d'un côté, Picaboo de l'autre, vous remerciez vous aussi de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager ce contenu avec vos amis si vous avez des amis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux si vous avez des réseaux, et on se dit à très très bientôt. Merci, salut. Salut.